J'ai rencontré Tiga il y a très longtemps. Je crois au cours des années 50. À un moment où Tiga pratiquait surtout la céramique. Tiga est un promoteur qui voulait renouveler l'art de la céramique. L'artiste est exceptionnel qui va repenser à la fois la technique et l'iconographie. Et Tiga va fonder Potomitan. Potomitan, on n'en parle pas assez, est un mouvement très important. Surtout que de Potomitan vont sortir des artistes comme Patrick Villers et Philippe Dodard. Plus tard, Tiga va créer Saint-Soleil. Saint-Soleil n'aurait pas pu survivre sans la présence active de Tiga. À Saint-Soleil, on ne va pas seulement pratiquer la peinture et la sculpture, mais également la danse et le théâtre. Tiga va former de nombreux artistes. Maritou Ducou, par exemple, l'une des meilleures femmes peintres de ce pays, doit énormément à Tiga. C'est par dizaines que Tiga va former les artistes. Et Tiga peut amener n'importe qui à peindre. Non à devenir un artiste, mais au moins à peindre. Et Tiga a des techniques exceptionnelles pour ramener l'individu à se découvrir à travers les arts. Ce qui est important dans l'œuvre de Maritou, c'est d'abord sa rapide évolution et dans la suite est la quête permanente et qui lui évite toute stagnation. Maritou a commencé, voilà, approximativement 20 ans. Au début, sa peinture était, comme on pourrait le dire, une peinture à l'eau de rose. Et très facile, trop facile. Et elle a rapidement compris qu'il fallait se débarrasser des influences scolaires et devenir elle-même. Et brusquement, il y a eu cette explosion. Maritou allant parfois et brusquement au-delà du figuratif, mais dans une maîtrise totale de la ligne et de la couleur. Et une quête permanente de structures nouvelles, de couleurs neuves et aussi d'images. La représentation n'a jamais été la même. Et il y a des périodes chez Maritou, des périodes qu'elle ne reprend pas. Et puis, Maritou est tombée récemment dans le futurisme, mais avec quelle maîtrise. Lorsque je dis futurisme, ce n'est pas le futurisme technique, mais le futurisme image, la projection sur un monde d'avenir où l'homme va s'assimiler avec la machine. Et là, je crois qu'il y a eu une maîtrise, un sens de la créativité remarquable. Maritou a actuellement une avance dans le monde de l'art, tant par les audaces de la création, mais par l'énormité de la production. Et récemment, elle est venue à la sculpture. Et l'on doit dire que quel que soit le domaine en question, Maritou est étonnant. Tiga travaille avec Sédor, Lazare, Depa,
Et à Brochette, il rencontre Davertige et Jacques Gabriel. Et son art, au départ, est proche de l'art de la galerie Brochette. Mais rapidement, il va se retourner vers un art beaucoup plus linéaire et sans être jamais décoratif. Et un art qui sera un art absolument original. Dès qu'on se trouve en présence de l'œuvre de Tiga, on a une impression de sacré. C'est-à-dire que c'est pratiquement l'image sacrée qui se trouve devant nous. Je pense que nous devons considérer 3 périodes dans l'œuvre de Sédor. La première qui va de 47 à 50, ensuite de 50 à 60, et après 62-63. Au cours de la première période, Sédor est un peintre primitif. Il va, au cours de la seconde période, devenir un peintre fortement engagé et qui, pour exprimer son engagement, va se donner les techniques appropriées. Et au cours de la troisième période, Sédor, sans renier le passé, va progressivement désengager sa peinture pour des raisons esthétiques, c'est-à-dire que Sédor, malgré sa célébrité, n'est pas content de lui, il va tenter une expérience assez dangereuse, c'est-à-dire il va essayer de passer d'un seul coup de l'art primitif à un art très sophistiqué. Il signait d'abord Lazare RE et ensuite il a décidé de signer Lazare avec D. J'ai appris également que ce n'est qu'assez tardivement qu'il est devenu Lazare et que lorsqu'il est arrivé au centre d'art, qu'il était seulement Luckner Biambi et que c'est un matin qu'il est arrivé au centre, il a dit « Je ne m'appelle plus Biambi, je m'appelle Lazare ». Il faut voir l'artiste engagé dans l'action artistique. L'artiste qui a participé à la première grande sortie de la peinture haïtienne en 1945, l'artiste qui a également participé au triomphe de la peinture haïtienne à Paris en 1946 et qui a aidé à la mise en place du réalisme de Cruauté. Mais à côté de cet artiste réellement engagé dans la vie artistique, nous avons le professeur. D'un bout à l'autre, Luckner a été un professeur et qui a voulu faire passer sans réserve toutes ses connaissances. Luckner a maîtrisé tous les médiums possibles. Il a été l'un des premiers à poser les problèmes de facture. En quelque sorte, Luckner a été un artiste avant-gardiste. Nous avons tout à l'heure parlé du réalisme de Cruauté. La base de l'école de la beauté, la base de la peinture abstraite se trouve chez Luckner Lazare. Et le nombre d'artistes haïtiens avoir été directement influencés par Lazare est énorme. 71, un thème nouveau dans l'œuvre de Luckner. Ce sont les chevaux. Il va en peindre énormément parce qu'il y a cette idée qui naît que la situation haïtienne est une situation excessivement compliquée qui n'aura pas de solution. Et que finalement les chevaux pour lui, ce sont les chevaux de l'Apocalypse. À partir de
1972, Luckner va perdre espoir et courage. Et sa couleur aussi perd sa pureté et sa clarté. Et le bleu demeure la couleur principale. Mais ce n'est pas du tout le bleu joyeux qu'on avait connu. Et c'est un bleu profond, angoissé, qui progressivement va devenir un bleu plombé et se couvrir. C'est ce qui nous conduit à la série des tableaux qu'il va appeler Mater Dolorosa. Mater Dolorosa, en réalité, c'est Haïti qui pleure. Il va constamment parler des boat people. Et au cours des 15 dernières années de sa vie, il réalisera peut-être une trentaine de tableaux sur le thème des boat people. Parce qu'il est absolument conscient de l'importance de cette tragédie. Et l'on ne peut oublier que lorsque Luckner arrive à New York, Luckner devient un rassembleur. Et que dans le studio de Luckner, les samedis et les dimanches, on peut rencontrer la plupart des artistes haïtiens vivant à New York, même ceux-là qui n'avaient pas l'habitude de dialoguer entre eux. Et Luckner va ainsi permettre à l'art haïtien d'entrer au Brooklyn Museum. Et il va également être le promoteur de nombreuses expositions à travers New York. On retrouve immédiatement sa pureté, son éclat et sa joie. Jamais peut-être l'œuvre de Lazare n'aura été aussi belle, aussi heureuse. Si mes souvenirs sont exacts, La Fortune Félix est né en 1933. Donc il aurait 81, 82. J'ai été très frappé par la simplicité du type et qui malgré tout sait qu'il est un artiste important. La Fortune est un Hongrois et ceci joue un rôle important, ce qui explique le rôle et l'importance de la composition circulaire. Ce n'est pas un coloriste fougueux comme André Pierre, et encore moins comme Gérard. Mais il a une technique de la couleur diluée, presque effacée par moments. De même que le dessin n'est pas aussi précis que le dessin d'André Pierre ou le dessin de Gérard. Mais c'est ce qui crée le côté mystérieux qui existe dans la représentation de ces lois et qui donne à l'œuvre de La Fortune une dimension que n'a pas l'œuvre d'André Pierre. La Fortune Félix a été découvert par Monosier et il a immédiatement appartenu à l'équipe du Centre d'Art à un moment où le Centre d'Art était en flèche. Et il a été poussé par le musée d'art haïtien, puisque Monosier était directeur du musée d'art haïtien. Et il a eu la chance d'avoir une grande exposition au musée d'art haïtien. Parfois, il arrivait à l'Institut français en fin de semaine avec une vingtaine de tableaux. Donc, ce qui signifie que malgré son travail, puisqu'il était toujours cuisinier, qu'il arrivait à faire 2 ou 3 tableaux par jour. Et le problème, c'est que je ne lui ai jamais demandé, à l'époque, ce qui l'avait poussé à devenir peintre. On peut parler des fêtes champêtres. Il est paysagiste par
moments, et à d'autres moments, il s'échappe entièrement dans le rêve. Donc, c'est une vision excessivement riche et d'un peintre qui s'adonne parfois à la nature morte sans savoir ce qu'est une nature morte et qui vous sort des choses qui sont extraordinaires. Mais le point important, c'est que dès le point de départ, le style de Gérard est constitué et que Gérard s'enferme dans ce style et ne va plus sortir de ce style. Rigaud Benoît au départ et un Rigaud Benoît de la fin. Et on sent toute la différence qu'il y a entre les deux. N'est-ce pas? On sait ce qu'est devenu Bigot, ce qu'est devenu Gourgue. N'est-ce pas? Même préfet Dufaux. Et nous avons au musée l'une des premières peintures de Dufaux. Et c'est tout à fait différent de ce qu'il faisait 10 ans plus tard. Donc il y a une évolution. Chez Gérard, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de connaissance, c'est un problème de vision. C'est-à-dire que Gérard, par exemple, n'a pas le sens de l'équilibre des choses. La pesanteur, pour lui, n'existe pas. La maison peut être penchée sur le point de tomber. Non, ça ne dérange pas. N'est-ce pas? Il le voit comme ça, il le traduit comme ça. Au fur et à mesure, nous avons découvert un peintre extraordinaire. Et à mon avis, les deux plus grands témoins des événements et de la vie sociale en Haïti, c'est Gérard et Emmanuel Ducasse. Ils sont plus... Bigot parle d'un certain milieu social et s'enferme dans ce milieu social.